Nos invités sont lui, Magloire Kemayo, journaliste et écrivain, Credo Tété, journaliste. Il est le directeur de publication de Le Médium, et Francisco Napo Koura, journaliste freelance. Avec eux, nous allons parler du Nigeria, l'interdiction de tuer bientôt levée par le gouvernement. Soudan, le gouvernement a décidé de remettre Béchir, l'ancien président, à la Cour pénale internationale. Côte d'Ivoire, un proche de Soro, Guillaume, a été arrêté à Bamako. Et puis ces propos de Madame Adjamagbo Johnson, qui dit que Monseigneur Podjoro est à l'exil. Nous allons discuter donc avec nos chers invités. Je vais commencer par les présenter. Bonjour, Credo Tété, vous allez bien? Bonjour à toi, Michel. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau. Tu sais, tu l'as fait, donc c'est comme si je fais ma soutenance de thèse devant les membres du jury que sont Francisco et puis Louis Magloire. C'est un plaisir. Louis Magloire Kemayo, vous allez bien? Merci. C'est un plaisir de vous revoir. C'est toujours un plaisir de venir sur ce plateau et de le partager avec des amis comme Credo et Michel également. Donc c'est tout un plaisir. Francisco, lui n'est pas votre ami? Oui, avec tous les amis et de retrouver les téléspectateurs Credo nous a nommé déjà membre du jury. J'espère que nous serons à la hauteur de la tâche. Donc c'est un plaisir de partager toujours le plateau de New World. Donc très heureux d'être à côté de Magloire. Bon débat à nous tous. Merci. Le gouvernement au Nigeria a affirmé mercredi qu'il lèverait bientôt l'interdiction du réseau social américain Twitter dans le pays le plus peuplé de l'Afrique, plus de 2 mois après sa suspension. On sait que Twitter a été suspendu depuis le 4 juin passé. Francisco, qu'est-ce qui avait motivé au prime abord la suspension de Twitter? Oui, on se rappelle, il y a 4 mois, le président nigérien Buhari avait tweeté en mettant en garde, disons, des gens qui étaient prêts à perpétrer des actes au Nigeria. Et donc, suite à cela, Tweet a suspendu le compte du président Buhari. Et en réponse, le Nigeria également a suspendu le fonctionnement de Tweet sur son territoire. Donc, ils sont rentrés dans un bras de fer. Je crois qu'on en avait débattu ici et on disait que ce n'était pas normal. C'était même un manque de respect à l'égard du grand Nigeria, pas seulement du président, mais du grand Nigeria, parce que ce que le chef de l'État nigérien Buhari avait fait à l'époque, il s'agissait d'une mise en garde. Ce n'était pas tel que les administrateurs de Twitter ont compris. Et on avait même donné des exemples par le passé ou ailleurs. Il y a eu ce genre de bras de fer. Mais quand le pays tient, souverain, n'oubliez pas, le Nigeria, c'est le géant de l'Afrique. C'est le réseau social même là qui va sentir l'impact de cette fermeture. Et j'espère qu'on nous fera un jour le compte pour nous dire, pendant la suspension, voilà ce qu'on a perdu. Donc, on verra comment ça va fonctionner désormais et sur quelles conditionnalités, parce que il y a des pertes énormes dedans, qu'on le veuille pas. Ça veut dire que le Nigeria et Twitter finalement ont pris langue, Credo Tété? Oui, sûrement qu'il y a eu des discussions, donc ils se sont entendus, mais dans un respect mutuel, parce que vous savez, c'est vrai, on parle de liberté d'expression, et dans le code numérique, cette liberté est consacrée, mais nous parlons ici d'un État. Comme l'a dit Francisco, nous n'allons pas personnaliser le débat avec la personne du président Buhari, mais c'est l'État du Nigeria. Et Twitter, donc on peut dire que c'est un fonds commercial qui facilite les communications entre les peuples et puis les nations, les individus, mais cela ne voudrait pas dire qu'on doit retourner à une forme de colonisation intellectuelle. Vous savez, pour ceux qui ont étudié la sociologie, peuvent se rendre à l'évidence que c'est dans les petits coups de rapport de force qu'on voit la détermination ou bien l'expertise de nos autorités. Le président
nigérian a été, disons, humilié, moi je dis humilié, par tweet, mais il a su répondre. Donc on peut dire que c'est la réponse du berger à la bergère. Et vous avez vu que lorsque lui aussi il a suspendu Twitter des réseaux sociaux sur le territoire nigérien, donc rapidement, les langues, les discussions ont commencé parce que cela avait induit des pertes, des pertes financières aussi pour Tweet. Et aujourd'hui, donc je crois que si ça redémarre, si c'est annoncé par les autorités nigérianes, donc c'est que ils se sont trouvés des canevas et puis chacun va se respecter. Donc il n'y aura plus, disons, cette image ou bien, disons, cette sensation de domination qui frise la colonisation moderne qu'on est en train de nous ramener. La levée de l'interdiction a été finalement faite comment, Magloire Kemayo? Non, ce sont des négociations dont nous n'aurons jamais le fin mot en réalité. On ne rentrera jamais dans le détail pour dire que toutes les concessions demandées par l'une ou l'autre partie ont été satisfaites ou pas. Ce qui est certain, c'est que dans les négociations qui ont été engagées, le rapport de force portait sur ce que un État africain, en l'occurrence la première économie du continent, peut faire face à l'un des leaders de la Silicon Valley. Et ça, c'est très important parce que même en Europe aujourd'hui, vous vous rendrez compte que on s'est rendu compte que les entreprises des GAFA ne payaient pas énormément d'impôts dans les pays où ils étaient implantés. Et donc pour ça, il fallait trouver une mesure qui permet d'obtenir le maximum sur le plan fiscal de ces entreprises-là. C'est à peu près la même démarche que le Nigeria a suivi. C'est parti d'un bras de fer qui était lié au fait que les tweets des sécessionnistes, de ceux qui voulaient faire la sécession au sud-est du Nigeria, n'étaient pas censurés, malgré les demandes du gouvernement nigérian, et que les tweets des autorités nigériennes et du premier d'entre eux étaient censurés. Donc, quand cela s'est produit, le président leur a demandé que l'entreprise soit implantée au Nigeria. Or, tout le monde sait que Twitter a installé un bureau au Ghana, et que Twitter ne va probablement pas transférer son siège du Ghana vers le Nigeria. En revanche, il y a une négociation pour que l'entreprise soit au Nigeria, qu'elle réponde du droit nigérian en matière d'entreprise et que cela permette également dans les rapports avec les clients que l'État puisse exercer son droit absolu et souverain sans qu'il y ait d'entrave à cela. Et je crois que c'est le minimum que le Nigeria pourra obtenir, c'est-à-dire que Twitter paye ses impôts au Nigeria, que Twitter emploie des Nigérians et que Twitter soit sous le coup des lois fédérales du Nigeria. Alors, au-delà de ce qu'on peut appeler cette mésentente entre le Nigeria et Twitter, vous voyez d'autres soucis sous-jacents? Non, pas de soucis en tant que tel. Tout ce que nous utilisons, les réseaux sociaux, l'Internet, les bases de données, c'est tout ce que nous avons, tout ce que nous échangeons. Il y a des gens qui sont quelque part qui les analysent, qui regardent et qui en tirent profit, qui les utilisent même, disons, pour des fins commerciales. Ce que nous ne savons pas pour nous. Il suffit de dire que j'ai le WhatsApp, j'ai le Facebook, j'ai le Twitter, j'ai quoi, bon, tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, et on les utilise comme ça. Et il vient de donner un exemple. Aujourd'hui, ils sont obligés, et probablement qu'ils vont s'installer au Nigeria pour payer les impôts. Donc tout ce que nous utilisons, si vous allez entendre qu'un chef d'État ou un premier ministre ou un ministre a tweeté, bon, juste de façon, moi personnellement, je ne suis pas dans le vagabondage des réseaux sociaux, parce que je communique beaucoup avec la population de base. Le tweet ne va pas jusque-là pour avoir des informations, mais le tweet, c'est beaucoup plus pour des gens qui ont un certain confort, si je peux parler ainsi. Donc, il faudrait que nos développeurs, comme vous le dites, des enjeux, il faudrait que nos développeurs aussi, en Afrique, puissent développer des applications, des programmes pareils, pour que ces entreprises-là, qui sont, disons, qui gagnent sur
le dos des populations soient implantés localement. Mais pourquoi la dame qui vend petit beignet à côté paye les impôts, du moins les taxes à la municipalité, alors que ceux qui profitent vraiment, de nos, disons, ceux qui gagnent beaucoup, comme l'Internet, comme les réseaux sociaux, même les sociétés de téléphonie, tout ça que nous avons aujourd'hui, pratiquement, c'est des sociétés extraverties qui, disons, investissent moins dans nos pays et qui gagnent énormément. Mais ce qui doit rentrer dans les caisses de l'État pour fonctionner, ça ne va pas. Donc, il va falloir que... c'est un signal que le Ghana vient, et le Nigeria vient donner. Il y a l'implantation au Ghana. S'il y en a au Nigeria, ça veut dire que les autres pays qui utilisent également vont, avec le temps, exiger une représentativité. Ne serait-ce qu'un bureau qui est ouvert ici, même si c'est un loyer qui est payé, si c'est un gardien qui est recruté, au moins ça permet de rémunérer beaucoup de choses. Mais je pense qu'au-delà de ce cas ponctuel, qui porte quand même sur un coup de menton, parce que c'est une insatisfaction qui arrive, et c'est de façon conjoncturelle que le Nigeria dit « je ne suis pas content ». Mais il faudrait que le rapport des pays africains, de façon générale, se fasse sur le fait que nous sommes dans un rapport qui devrait être gagnant-gagnant. Pour l'instant, il est gagnant-perdant, dans le sens, les opérateurs des GAFA, comme Twitter, Facebook ou autres, gagnent énormément d'argent. Et pour l'instant, ceux qui sont les plus grands perdants, ce sont d'abord les pays et ensuite leur gouvernement. Vous verrez que la Chine, par exemple, demande toujours à avoir une adaptation de chacune des entreprises sur son sol. Vous prenez un site aujourd'hui, c'est pas de la publicité que je lui ferai, mais il faut qu'on sache qui c'est. Vous prenez un site comme Amazon, la pénétration du marché indien est très compliquée pour Amazon parce qu'il y a d'autres entreprises qui font exactement la même chose et que ces entreprises sont protégées par les lois indiennes qui font que pour intervenir sur le sol indien, Amazon est obligé de négocier avec des entreprises indiennes. Et donc, si cela se passe ainsi en Inde et en Chine, pourquoi les entreprises africaines ne pourraient pas pratiquer leur souverainisme sur le plan économique et de l'investissement pour protéger leurs investisseurs et faire en sorte que quand on est un acteur étranger, on soit obligé de s'associer avec les entreprises sur place et de payer le prix pour que non seulement on puisse participer à la lutte contre le chômage, mais aussi qu'on participe au dynamisme économique. Parce qu'au-delà du fait que le Nigeria soit aujourd'hui la première puissance économique du continent africain, c'est également le pays qui a la plus grande croissance démographique sur le continent africain. Donc on ne peut pas négocier avec le Nigeria comme on négocie avec un pays de 2 millions d'habitants. Donc ça, c'est important et ça devrait engendrer une dynamique au niveau des pays africains pour faire en sorte que chacun d'eux se sente suffisamment fort pour tirer le meilleur de ces partenariats avec les entreprises des nouvelles technologies. Credo Tété lui a parlé des autres pays africains. Aujourd'hui, c'est arrivé au Nigeria. Est-ce que cela peut créer un climat de méfiance entre Tut et les autres pays africains, les autres présidents peut-être? Non, nous ne parlerons pas de méfiance, mais ça peut éveiller les autres pays également. Donc, c'est... Notamment l'Union africaine. L'Union africaine, pour qu'on puisse avoir les bénéfices. Vous savez, lorsqu'on tweet un seul message tweet, vous savez combien ça représente en termes de gains financiers. Donc, il faut aller chercher. Donc là, et c'est de là que découlent les bénéfices pour l'entreprise tweet. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas de représentativité sur le plan national, et vous verrez que même dans ce combat, ce sont les pays anglophones qui arrivent à s'exprimer. Qu'est-ce que les pays francophones font? Donc nous sommes toujours des consommateurs. Donc là, donc je crois que c'est l'occasion pour éveiller la conscience de nos dirigeants afin qu'on puisse mieux maîtriser ce que nous appelons l'économie numérique. Parce que c'est une source aussi qui crée de la valeur, qui crée de la richesse. Je vais donner un exemple en contextualisant le sujet par rapport au Togo. Nous avons vu le chef de l'État togolais initier Marjorel. C'est vrai, mais ça gère tout ce qui est, disons, insatisfaction au niveau d'Amazon.
ce sont nos sœurs, ce sont nos frères qui répondent aux standards. Donc ça a créé déjà de la valeur. Mais maintenant, est-ce que ces personnes sont rémunérées comme cela se doit? Lorsque vous allez en France, donc Louis peut mieux étayer que moi, lorsque vous allez en France, ceux qui sont derrière les téléphones, ce sont des gens qui travaillent comme nous, donc qui gagnent bien leur vie. Mais est-ce que dans le contexte togolais, est-ce que ces personnes sont tellement rémunérées? Donc on a eu vent il y a quelques semaines que ça n'allait pas au niveau de Majorelle. Mais quelles ont été les négociations qui ont été faites pour protéger l'humain? Pas seulement l'humain en tant qu'humain dans un espace mondial, mais l'humain togolais. Donc il va falloir. Donc c'est le même problème. Mais ce qu'il faut retenir dans ce sujet, c'est que le Nigeria sait, l'État nigérian sait là où il veut aller. Et là, l'État nigérian a des potentialités, a des ressources. Et l'État nigérian ne se positionne pas systématiquement comme quémandeur, celui qui supplie. Donc l'État nigérian a aussi des ressources, a aussi des valeurs. Et ces valeurs sont mises en avant et ça suscite le respect de ceux qui viennent de l'étranger. Vous savez, donc ça aurait été dans un pays francophone que le bras de fer même ne serait pas engagé. Voilà. Ça, je porte cette réflexion et je dis c'est une analyse qui est personnelle. Ça aurait été un pays francophone que on ferait encore la courbette. Donc, la puissance du Nigeria a joué véritablement. Oui, la puissance économique. Donc quand on parle du PIB, quand on parle des ressources démographique. La démographie au niveau du Nigeria et les potentiels consommateurs ou bien ceux qui vont utiliser Twitter. Donc là, Twitter aussi a vu que si ce bras de fer durait, donc nous allons perdre beaucoup plus que l'État nigérien. Certes, qu'est-ce que l'État nigérien va perdre? Donc c'est des fourmillements au sein d'une certaine classe de la société qui ne comprendrait pas les réels enjeux qui va essayer de manifester. Donc à un certain moment, même s'il n'y a pas, disons, cette ambition, cette envie, Tweet peut essayer de secouer un peu, mais cela ne va pas porter. Donc c'est un exemple, c'est une leçon que l'État du Nigeria vient de donner aujourd'hui aux autres pays africains. Je dis aux autres pays africains. Et là, donc la question même que posait de la responsabilité ou bien de la responsabilisation de l'Union africaine, qu'est-ce que l'Union africaine fait? Est-ce que l'Union africaine est là seulement pour résoudre, pour intervenir sur les enjeux électoraux dans les pays? Non. Sur les sujets politiques, même non. Sur ce plan, elle n'arrive pas bien à intervenir. Non, mais moi, je n'ai pas le sens aujourd'hui de jugeote, bien que je constate des insuffisances sur tous les plans. Mais on a l'internationalisation du commerce. Comment est-ce qu'on protège les citoyens africains? Donc, c'est un débat que nous soulevons et je crois que ça va faire son cours. Je crois que c'est même le lieu d'aller à l'éducation des réseaux sociaux. Parce qu'on parle d'économie numérique, on gaspille plus qu'on ne gagne. Vous voyez comment on échange des messages WhatsApp, Viber, des choses. C'est-à-dire que des fois, vous voyez le contenu, c'est nul. C'est-à-dire que ce n'est même pas la peine de partager une telle information parce que le temps que l'autre prend, d'abord pour télécharger, c'est du temps perdu. Il télécharge, c'est de l'argent qui tombe, c'est des mégas. Et puis, à la fin de compte, on voit que ce qui a été envoyé, ça ne vaut même pas la peine. C'est-à-dire que si nous voulons utiliser les réseaux sociaux, utilisons-les pour les affaires. C'est-à-dire, lorsque j'envoie un message, c'est pour gagner de l'argent. Et lorsque l'autre reçoit également, il faut que ça lui soit bénéfique. La pause et on revient pour la suite.